Il existe donc d'autres niveaux de description. Les neurosciences ne sont pas les seules à s'intéresser au cognitif. On parle alors de psychologie cognitive. Il s'agit donc d'un autre niveau de description. Donc la psychologie cognitive, en fait, cherche à savoir, à répondre à la question du comment. Comment est-ce qu'un individu raisonne? Comment est-ce qu'un individu mémorise? Comment est-ce qu'un individu peut et doit, comme vous par exemple, maintenant, rester attentif? Comment est-ce qu'un individu prend des décisions? Comment il résout des problèmes, etc., etc. Alors, ceci m'amène à présent à vous fournir quelques pistes pratiques validées par plusieurs décennies de recherche dans le domaine de la psychologie cognitive. En tant qu'enseignant, je suis sûre que vous vous posez souvent la question, mais enfin, pourquoi mes élèves ont-ils appris ce que je leur ai enseigné pendant une semaine? Donc, au début de l'apprentissage, on fait émerger les représentations des élèves. Là, ressort un certain nombre de choses, des bonnes choses comme des plus mauvaises choses. On se dit, ben voilà, on va leur apprendre les nouvelles choses. Et lors de l'évaluation, il y a un retour à la conception initiale. Ou alors, qui n'a pas été confronté, je pense que ça touche tous les publics, Madame, Monsieur, j'ai étudié mais je ne me rappelle plus. Alors, pour qu'il y ait apprentissage, vous l'aurez compris dans les présentations de ce matin, il faut qu'il y ait réactivation neuronale. On apprend en répétant, on apprend en imitant. Bon, ok, jusque-là, rien de nouveau. Bandura et Zazo l'avaient déjà dit avant moi. Si un individu cesse de solliciter ses connaissances, ses neurones ne s'activent plus pendant un certain nombre de temps, pendant un certain temps, et les connexions neuronales associées à certains apprentissages s'affaiblissent jusqu'à disparaître. Donc pour apprendre, il va falloir à plusieurs reprises mobiliser les mêmes réseaux de neurones. Le but est d'augmenter l'efficacité des connexions en lien avec un exercice précis. La répétition est donc nécessaire, fondamentale. Mais j'attire votre attention sur le fait que toutes les répétitions ne se valent pas. Je vous donne un exemple, promouvant le processus de réactivation neuronale issu de la vie quotidienne. Et je suppose qu'une majorité d'entre vous allez vous reconnaître. Votre enfant, ado, conjoint, rentre de l'école ou de l'université et vous lui demandez « Ça a été à l'école? Ça a été à l'université ?» Bon, le bon point de ces questions-là, c'est que vous vous intéressez à la personne que vous côtoyez. C'est déjà pas mal. Le mauvais est que cette personne et que cette question, pas la personne, pardon, mais le mauvais point de cette question, c'est que ce n'est pas la plus pertinente parce qu'elle requiert souvent une réponse du type « ouais, c'était » ou « bah non, ça n'a pas été ». Ok, bon alors, peut-être posez-vous alors une autre question, à savoir « qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce que tu as fait à l'université ?» Moi, quand je pose la question aux enfants, parce que je suis très souvent dans les classes à travailler avec les enseignants et les enfants, les adolescents, et, la majorité du temps, quand on leur pose cette question-là, ils nous disent « rien ». Ok, ça fait que tu es resté à l'école toute la journée, tu n'as rien appris. Donc tu n'as rien fait. Ok. Ou « j'ai joué ». Bon, ça va, au moins, il a joué, c'est pas embêté. Certains répondront « heureusement, j'ai travaillé ». Ça rassure. Non, alors plus sérieusement, on devrait vraiment se poser la question suivante. Qu'est-ce que tu as appris? Parce que cette question réclame un effort, une réponse de la part de l'individu. Donc cette question, en fait, va permettre la réactivation neuronale dont je vous parlais à l'instant. À savoir que la personne qui répond à cette question va devoir repenser au cours suivi, effectuer une sélection parmi les contenus appris et vous en restituer une partie. Ce qui consolidera en fait davantage ces apprentissages. Alors, ok, ça c'est un exemple pour la vie quotidienne, mais en contexte scolaire. Que faire? Eh bien, avant cela, je vous propose de nous intéresser à la manière dont nos étudiants étudient, dont nos élèves étudient, et de voir en fait quelles stratégies ils déclarent employer quand ils sont à la maison face à leur cours. Et pour cela, je vous parlerai d'une étude menée par Garpic et ses collègues qui porte sur une enquête réalisée auprès de 177 étudiants
à qui ils ont demandé, à qui ils ont posé plusieurs questions. J'en ai repris ici 2, à savoir la première, quel genre de stratégie utilisez-vous lorsque vous êtes en train d'étudier? Donc, énumérez autant de stratégies que vous utilisez et classez-les. Ensuite, par ordre d'importance, quelle est votre stratégie gagnante? De cette étude, il ressort que les auteurs ont identifié 11 stratégies d'étude. Parmi elles, on retrouve la lecture, la relecture de notes, le fait de faire des problèmes, de résoudre des problèmes, la réécriture de notes. Beaucoup d'étudiants réécrivent ce qui apparaît déjà dans leur cours, l'étude avec un groupe d'étudiants, les moyens mémotechniques, le fait de se poser des questions à soi-même ou encore le fait de surligner dans ses notes. Alors, les résultats montrent qu'une majorité d'étudiants, près de 84%, lisent à plusieurs reprises leurs notes ou leurs manuels. Mais il y a relativement peu d'étudiants qui pratiquent l'auto-évaluation, seulement près de 11% des élèves, ou la récupération de données en mémoire au cours de leur étude. Alors, quand on interroge les étudiants sur leur stratégie numéro 1, eh bien, seul 1% des élèves, donc 2 élèves sur les 177, pour le dire vite fait, ont étudié la pratique de rappel comme leur stratégie numéro 1. La majorité choisissent comme stratégie préférée la relecture de notes ou du support. Bon alors, ok, premier match, relecture contre se poser des questions. Quelle est la meilleure stratégie? Pour répondre à cette question, je vous présente ici une autre étude menée en psychologie qui porte sur 120 étudiants. Les chercheurs ont pour cette étude utilisé 2 paragraphes de texte et ils ont demandé à tous les élèves de lire les paragraphes contenant des faits sur divers sujets. Puis, ils ont ensuite constitué 2 groupes d'étudiants. Dans un premier groupe, les chercheurs ont demandé aux étudiants de relire les paragraphes pendant 7 minutes. On est très à cheval sur les méthodes. Et puis, dans un autre groupe, les chercheurs ont demandé aux étudiants de faire un test pendant 7 minutes également. Alors, ce test, il consistait en quoi? Eh bien, on demandait aux étudiants d'écrire autant de contenu dont ils se souvenaient sur une feuille de papier, mais alors sans se soucier de la formulation exacte, de l'ordre exact, etc., etc. Juste d'écrire ce dont ils se souvenaient. Les étudiants ont ensuite passé 3 évaluations. Une première après 5 minutes, donc 5 minutes après l'étude, une deuxième 2 jours après l'étude, et puis une troisième, 1 semaine après l'étude. On retrouve ici en abscisse les évaluations réalisées à intervalles de temps différents. En ordonnée, les résultats aux évaluations, les barres de couleur noire symbolisant la condition lecture et relecture, tandis que les barres de couleur grise claire symbolisent la condition lecture et test. Après un court intervalle de rétention, donc après 5 minutes, les étudiants se souvenaient mieux des éléments en ayant lu et relu l'information. Mais après un délai de 2 jours, eh bien, on voit que la mémoire était nettement supérieure dans la condition lecture-test que dans la condition lecture et relecture. 1 semaine plus tard, le même effet apparaît, à savoir que le groupe qui avait retenu le plus de choses était celui qui avait lu, puis s'était évalué en notant sur une feuille les éléments dont il se souvenait. La stratégie la plus efficace pour retenir des informations sur le long terme, c'est donc la lecture, puis le test. La lecture et la relecture s'avèrent être une stratégie peu efficace. Bon alors, vous allez me dire, oui, mais une lecture, ça ne suffit pas. Il est bien connu que les étudiants lisent et relisent à plusieurs reprises. Effectivement, autre match, relecture répétée contre se poser des questions. Quelle est la meilleure stratégie? Les données proviennent ici d'une étude dans laquelle les chercheurs ont demandé à 2 groupes d'étudiants du début du secondaire de récupérer en mémoire à plusieurs reprises des informations au cours de l'apprentissage. En d'autres termes, les chercheurs ont demandé à ces étudiants de se remémorer, de se questionner plusieurs fois sur ce qu'ils avaient lu, en se posant différentes questions à eux-mêmes. Et 2 autres groupes ont été traités de la même manière,
mais auquel on a demandé de récupérer en mémoire les informations une seule fois. En d'autres termes, les chercheurs ont demandé à ces étudiants de se remémorer et de se questionner à une seule reprise par rapport à ce qu'ils avaient lu. En ordonnée sont présentées les performances d'un test final, donné une semaine plus tard. Donc, au niveau des résultats, eh bien, on voit, pour ceux qui étaient déjà, tant mieux, pour les autres, je les explique maintenant. Donc, on voit que les deux groupes qui ont pratiqué la récupération de façon répétée, sans rétroaction, pendant l'apprentissage, donc les deux barres à gauche, où il y a les deux petites flèches bleues, eh bien, ont rappelé beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations que les deux autres groupes présentés ici à droite. Alors, en s'intéressant aux deux groupes représentés par les barres de couleur bleu foncé, c'est-à-dire les groupes qui ont été autorisés à relire les informations plusieurs fois, eh bien, contrairement aux groupes représentés par les barres en bleu clair qui n'ont pu eux, relire que les informations une seule fois. Donc on voit que les relectures répétées n'ont abouti à pratiquement aucune amélioration une semaine plus tard. C'est donc la récupération de manière répétée qui permet une rétention à long terme bien supérieure aux lectures répétées. Vous allez me dire, oui, mais vous avez pris, j'ai pris pour illustrer mes propos, eh bien, les deux études qui allaient dans le sens que je voulais. Vous avez raison de vous poser la question, si vous voulez être posé à cette heure-ci de l'après-midi. Eh bien, allons voir si toutes les études menées sur cette thématique bien précise obtiennent les mêmes résultats. Et donc, les chercheurs ont décidé de répondre à la question « Y a-t-il un effet testing ?» Pour répondre à cette question-là, je sais que c'est très illisible, ce qui apparaît ici, c'est vraiment pour illustrer mes propos, mais les chercheurs ont réalisé ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils se sont emparés de toutes les recherches menées de façon rigoureuse, pas pris les recherches qui manquaient de rigueur et qui portaient sur la thématique précise du testing en conditions d'apprentissage. Ils les ont toutes prises et parmi les études sélectionnées, eh bien, ils ont pu mettre en évidence que certaines montrent un effet test et que pour d'autres, il n'y a pas d'effet test ou très peu. Donc l'objectif d'une méta-analyse est donc de voir s'il y a une tendance d'ensemble, une tendance globale qui se dégage à travers des dizaines d'études déjà réalisées. Et les chercheurs ont remarqué qu'une majorité d'études montrent qu'il existe un effet testing. Toutes ces études apparaissent plutôt dans la partie droite du graphique, la taille de l'effet global étant significative. Les chercheurs ont pu démontrer que le testing était bénéfique pour les résultats d'apprentissage. Par conséquent, la mise en œuvre de la pratique de récupération du testing est alors recommandée. Alors c'est bien, mais que retirer de cela en tant qu'enseignant? Alors en règle générale, les enseignants, moi aussi au début, j'organisais des tests pour évaluer les apprentissages de mes élèves. Et je ne soupçonnais pas, quand j'ai commencé à enseigner, que ces tests pouvaient avoir une valeur réellement éducative, qu'elles pouvaient contribuer en fait à consolider aussi les apprentissages. Et donc, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence que les étudiants, comme les enseignants, ne se rendent pas compte de la puissance et de l'intérêt de ces tests pour l'apprentissage. En effet, lorsque ces chercheurs ont demandé aux étudiants de prédire dans quelle mesure ils se souviendraient de quelque chose après les tests par rapport aux conditions d'études par la relecture, ils n'ont pas compris que leur mémoire serait meilleure dans les conditions de test. Et bien souvent, les élèves qui lisent et relisent leurs notes, qui fonctionnent de cette manière-là quand ils étudient, une fois qu'ils arrivent à table, et on leur dit « Ah, ça va l'étude ?»« Ah oui, ça va, je maîtrise, j'ai appris, j'ai réussi à apprendre ce que j'avais à apprendre. » Donc ils ont l'illusion du savoir, en fait. On peut se dire « Mais enfin, on sait donc à présent qu'il y a des études, il y a des études qui ont été faites et avec des techniques d'études plus efficaces. » Donc on peut s'interroger sur le pourquoi est-ce que nos étudiants ne mettent pas ça en œuvre, puisqu'on sait que ça fonctionne. Ils ne le mettent pas en œuvre parce qu'ils ne savent pas que ça fonctionne, tout simplement. Et donc, la première des choses, en tant qu'enseignant, c'est aussi d'informer les étudiants sur l'efficacité des différentes techniques d'apprentissage.
Il y a très peu d'informations dans les curricula prescrits, dans les programmes d'études ou tout autre document officiel concernant les méthodes à privilégier. Bien souvent, dans la majorité du temps, c'est pas faute de les avoir étudiés, les programmes d'études, à l'occasion de certaines recherches, on se rend compte que tout est quasi exclusivement focalisé sur les contenus. Or, comme le mettent en évidence certains auteurs, c'est bien les contenus, mais si on n'a pas de méthode pour les acquérir, ça pose peut-être sûrement un problème. Alors, il convient donc de tirer parti de ces recherches pour améliorer les pratiques de chacun. Comment intégrer ces recherches, comment intégrer ces techniques pratiquement, comment intégrer ces techniques dans les classes? Attention, je vais parler évaluation formative. Alors, une des façons de faire, c'est quand on commence un cours, de commencer par un test pratique, avec feedback sur les idées les plus importantes de la section. Là, vous allez me dire, elle se fiche de nous ou quoi? Évidemment. Évidemment, ça semble facile, et on se dit, OK, pour nous dire ça, c'est... Non, concrètement, nous, on veut savoir, vous voulez savoir comment intégrer ces découvertes de psychologie dans les pratiques de classe. Eh bien, lorsqu'on commence une nouvelle section d'une unité, donc un enseignant peut commencer par un test pratique, effectivement, sur les idées les plus importantes de la section. Mais quel type de questions devons-nous, en tant qu'enseignants, poser à nos élèves lorsqu'on réalise ce test pratique? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus? Et si oui, en fait, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Questions à choix multiples ou questions qui demandent des réponses courtes? Et bien, sur ce point aussi, des études ont également été faites en psychologie, et la réponse est celle-ci. Ah oui, choix multiples et réponse courte. Pourquoi? Parce que chaque item, chaque type d'item, les formats de l'évaluation, nécessite en fait un niveau cognitif différent de traitement, ce qui oblige l'élève à maintenir son attention et à faire travailler des processus cognitifs différents. Et cela entraîne rétention et transfert à long terme. Attention cependant à ne pas perdre vos objectifs pédagogiques de vue. On sait notamment que l'utilisation de tests multi-choix, à choix multiples, peuvent être particulièrement utiles pour la mémorisation et la conservation des faits, alors que les tests de réponse courte peuvent nécessiter des compétences de réflexion supérieure utiles pour un contenu d'apprentissage plus conceptuel et abstrait. Alors, je vais parler maintenant d'une pratique que beaucoup d'enseignants, notamment du primaire, utilisent, à savoir le rappel par association. Et on met deux listes de mots et puis on demande aux élèves d'effectuer le rapprochement entre ces termes. Eh bien, il a été démontré par des études scientifiques encore que l'utilisation de la récupération pour apprendre les associés par pair était beaucoup plus efficace que la lecture d'associés appariés. Comprenez par là, je ne vais pas entrer dans le détail de chacune des études parce que sinon, et ce sera pareil pour ce que je vais dire après, vous imaginez bien que ça risque d'être très lourd pour vous, je me mets un peu à votre place, mais par contre je peux mettre toutes les infos concernant ces études à votre disposition. Mais pour cet exemple-ci, au niveau de la récupération et qui serait plus efficace que la lecture d'associés, ça veut tout simplement dire qu'au lieu, dans une évaluation, au lieu de mettre à chaque fois les termes de chacun des côtés et de demander aux élèves de relier les paires, eh bien, n'afficher qu'une seule paire. Et exiger des étudiants, je sais que c'est parfois compliqué d'exiger des élèves, des étudiants, mais en tout cas, forcez-les à se rappeler de la paire manquante. Ça vaut évidemment quand les étudiants ils étudient leurs cours. C'est aussi une façon de travailler pendant l'étude. Alors, d'autres façons d'utiliser ces données, c'est lorsqu'un étudiant s'exerce au problème à partir d'une unité mathématique bien précise, eh bien, le mieux, l'idéal est d'entrelacer des problèmes récemment étudiés avec des problèmes connexes, donc étudiés précédemment.
Et si vous faites cet exercice d'entrelacer les problèmes mathématiques, soyez bien attentifs, évidemment. Sachez que, tiens, vous demandez à l'élève un contenu spécifique qui a été étudié 2 jours avant, qui a été vu en cours 2 jours avant, plus que ce que vous lui avez demandé aujourd'hui. Et évidemment, l'idée, c'est de voir ce qui pose problème au niveau de la rédaction, de la résolution du problème. Est-ce que c'est ce qui a été vu il y a 2 jours ou c'est ce qui a été vu aujourd'hui? Mais même si c'est compliqué et si les résultats ne sont pas positifs, le fait même d'avoir forcé l'élève à se rappeler ce qu'il avait fait il y a 2 jours, ça permet déjà de consolider ses apprentissages. Alors, il faut aussi exploiter la pratique distribuée en présentant à nouveau les concepts et activités les plus importantes pendant plusieurs cours. L'enseignement spiralaire, en fait. Ah oui, ça fonctionne. Les études aussi ont permis de démontrer que s'il y a répétition au cours d'une même journée, eh bien, c'est moins efficace que s'il y a une répétition qui s'effectue entre 1 et 6 jours. Quand il y a répétition au cours de la même journée, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parfois les conférenciers disent à plusieurs reprises la même chose, ça a moins d'impact que si on nous invitait à 3 jours d'intervalle chacun pour réaliser ces conférences. Alors, lors de l'introduction de concepts ou de faits clés en classe, les enseignants peuvent aussi faire participer les élèves à un interrogatoire explicatif, je vais y arriver, en les incitant à considérer en quoi l'information leur est nouvelle, en quoi cela rapporte quelque chose de nouveau à ce qu'ils savaient déjà, et pourquoi cette information pourrait être vraie ou fausse. Ça, c'est un exercice aussi que je fais pas mal lors de mes cours, c'est que je pose des questions à mes étudiants pendant le cours, et puis je leur demande en quoi cette information-là est rattachée à tel autre concept, pourquoi il faut le rattacher, et comment, est-ce qu'ils y voient un lien, etc., etc. Donc ça se fait vraiment au fur et à mesure des cours de manière assez spontanée. En fait, tout ça sont des automatismes à mettre en place. Une fois que les étudiants et que les élèves sont habitués à cette manière de fonctionner, ça ne les étonne absolument plus. Et pour la petite histoire, à l'université, parfois on n'a pas de chance, on a 100 étudiants dans l'auditoire, et je peux vous assurer que je fais ça avec les 100 étudiants dans l'auditoire. Alors évidemment, je ne vais pas interroger chacun de mes élèves, de mes étudiants, mais à chaque fois, je leur pose des questions, je leur laisse du temps pour réfléchir, etc., etc. Donc, le problème n'est pas la grandeur du groupe que l'on a en face de soi. Bon, alors, je ne voudrais pas remettre un vieux débat sur la table, mais clairement, dans cette optique de consolider les apprentissages, les devoirs pourraient être conçus pour tirer parti de plusieurs de ces techniques. Alors, voyez qu'il ne m'a pas été utile de vous montrer des images du cerveau pour vous identifier à la lumière de la psychologie cognitive des pratiques à exercer en classe. Peut-être aussi que vous trouvez ça moins intéressant parce que je ne vous ai pas montré des images du cerveau. Mais force est de constater que, très concrètement, les pratiques, on peut les faire évoluer et les recherches, les pistes de solutions sont à trouver notamment en psychologie cognitive.